Je ne sais pas si le docteur Raji est avec nous pour qu'il prenne la parole directement, sinon nous passons à la première séance. Docteur Rajita Jedi n'est toujours pas là, alors nous passons directement à la troisième séance de cet atelier, donc la première séance de ce jour, la troisième séance de cet atelier. Parfait, merci Scott. Nous allons maintenant parler des principes de la communication des risques dans le contexte de zoonose. Nous avons trois panélistes. Tout d'abord, Dr. Catherine Heitz-Topka, anthropologiste sociale, donc experte en anthropologie. Elle travaille au Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas pu être présente parmi nous, mais elle a filmé une présentation. Donc, nous allons faire passer sa vidéo qui a été enregistrée au préalable. Oui, Adam va partager l'écran directement après avoir lu les biographies des deux autres panélistes. Nous avons également Dr. Benjamin Judalbay qui nous rejoint de l'Africa Center for Disease Control. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des urgences sanitaires. Nous avons beaucoup à apprendre de lui et nous allons entendre parler de son travail. Scott et Adam vont poster sa biographie également dans la boîte de discussion. Nous avons également Dr. Yahya Dissou, qui est responsable de communication au Nigeria Center for Disease Control, au Centre nigérian pour le contrôle et la prévention des maladies. Dr. Yahya va parler du fait de renforcer la communication en matière de risque. Il va parler notamment des zones qui posent défis parfois et il va parler également de la mise en œuvre de réglementations sanitaires. Il a déjà beaucoup travaillé dans les domaines des soins de santé. Je vais m'arrêter là et je vais passer directement au premier intervenant, Scott, qui va faire passer la vidéo. Ou plutôt Adam. C'est Adam qui va partager l'écran. Bonjour, bon après-midi, mesdames et messieurs. Je suis désolée, je n'ai pas pu être présente avec vous cet après-midi. Je suis Catherine Heitz-Topka. Je travaille depuis la Côte d'Ivoire. Je suis du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Je travaille sur le programme Afrique One, un programme One Health, une seule santé en Afrique de l'Ouest. Nous travaillons sur la tuberculose, la rage et beaucoup d'autres maladies. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Il existe plusieurs failles, si nous pouvons le dire, dans les contextes dans lesquels nous devons prendre plusieurs facteurs en considération, dont les facteurs socio-économiques, politiques et culturels qui ont une influence sur la perception des gens quant aux risques. Avant de passer à la communication des risques, qu'est-ce qu'une étude de CAP? K, knowledge, connaissance, A, attitude, les attitudes, P pour practices en anglais ou pratiques. Donc, CAP, knowledge, attitudes, practices, les connaissances, les attitudes et les pratiques. Il est très important également de suivre plusieurs étapes pour effectuer cette étude de CAP, développer l'étendue de l'étude, le protocole, utiliser les questionnaires adéquats, développer les questions, les questionnaires et les mettre en œuvre. Pourquoi est-ce qu'il est important de mener une telle étude CAP ou un tel sondage? Cela vise à identifier le niveau de connaissance de fausses conceptions ou de fausses pratiques parfois et connaissances dans le domaine des maladies. Cela peut être également utilisé avant, au cours et même après les interventions pour mesurer l'efficacité des programmes d'intervention. Et cela est utilisé également pour pouvoir détecter les changements du comportement pour ce qui est des interventions sanitaires. Cela vise notamment à
concevoir de la meilleure façon possible des mesures de prévention à l'avenir. Quelles sont les questions qui peuvent être posées? Pour la connaissance, nous pouvons, par exemple, poser la question, est-ce que la rage peut être euh, traitée? Comment est-ce que la personne peut contracter la tuberculose? Pour ce qui est de l'attitude, à votre avis, comment est-ce que vraiment euh, certaines maladies sont considérées, comme la brucellose, sont considérées comme étant très sérieuses ou pas? Pour ce qui est des pratiques, quelles sont les pratiques utilisées? Pour ce qui est en général de la déontologie, les recherches requièrent une certaine déontologie. Il devrait y avoir un comité éthique qui travaille sur la déontologie, sur l'éthique et la moralité de la recherche. Tout d'abord, ne pas nuire, premier concept. Les données doivent toujours être dans un lieu sain, sécurisé, collecter les informations dont nous avons besoin et les personnes et leurs noms doivent rester anonymes. Pourquoi donc effectuer cette étude auprès de qui? Il y a parfois des études quantitatives et des études qualitatives. Et vous devez savoir que tout membre de la communauté devra avoir la même chance d'être interviewé. Vous devez bien sûr effectuer une sélection. Pour ce qui est des études qualitatives, nous parlons d'échantillons à but bien défini. Les participants sont sélectionnés en se basant sur certains critères sociodémographiques comme l'âge, le genre, le niveau d'éducation, la profession, comme par exemple personnes qui travaillent avec le bétail, les éleveurs de bétail. Quel est le niveau de revenu? Quand vous effectuez de telles recherches qualitatives, vous devez pouvoir obtenir des réponses de différentes catégories de personnes. Lorsque vous remarquez que les réponses que vous recevez de différents participants sont répétitives, s'il n'y a pas de nouveaux aspects, vous pouvez arrêter les entretiens parce que la saturation aura été atteinte dans ce cas, si vous avez beaucoup de réponses similaires. Pour ce qui est des discussions de groupe, si vous n'avez pas le temps d'avoir des études très longues, il sera très utile d'avoir des enquêtes auprès des groupes de discussion au lieu de mener des enquêtes auprès de personnes. Vous devez penser aux pratiques peut-être qui sont liées à certaines interventions. Vous devez tout d'abord adopter plusieurs étapes pour pouvoir organiser de tels groupes de discussion et vous pouvez les lire tout à l'heure. Je vais vous retransmettre ma présentation. Pour ce qui est des analyses, nous devons revoir quelles sont les différences entre différents groupes des populations. Nous devons voir, par exemple, si les résultats s'appliquent à toute la population ou à certains groupes. Est-ce qu'il y a des différences importantes entre les groupes, les sous-groupes, sociodémographiques et autres? Pour ce qui est des relations entre les tests, pour ce qui est des données, par exemple, des personnes ayant à certaines appartenances religieuses peuvent avoir des réponses similaires ou pas. Donc, il faut revoir tout cela. Pour ce qui est de notre recherche en Côte d'Ivoire concernant la rage, voilà les études et les résultats des études. 81,9% des personnes qui ont répondu à l'enquête ont considéré que la rage n'est pas une maladie sérieuse pour les humains et pour les animaux. 20,6% ont considéré que les chiens atteints de rage peuvent être traités. Pour les êtres humains, la moitié de ceux qui ont répondu à nos questions ont considéré que les patients peuvent être traités et peuvent guérir de la rage. Voilà, il est très important de prendre en considération tous ces risques pour pouvoir vraiment nous attaquer aux mauvaises conceptions, si nous pouvons le dire, ou à ces fausses idées. Pour ce qui est de la brucellose en Tanzanie, voilà les enquêtes
qui ont été menées. Vous pouvez bien sûr lire de manière plus approfondie de la façon de faire, la façon de laquelle nous avons effectué ces enquêtes. Les éleveurs ont considéré que le lait pur comprend plus de produits nutritifs et aide les bébés à augmenter de poids, donc à gagner davantage de poids de façon plus rapide. Euh, c'est à leur avis ce genre de lait cru qui peut vraiment les aider à promouvoir la croissance, notamment des enfants. Donc voilà la culture qui régit, si nous pouvons le dire, le fait d'utiliser ou de boire le lait cru. Et voilà leur conception, les conceptions de ces personnes auxquelles nous avons parlé. Voilà, pour ce qui est de la brucellose, les résultats des recherches et les stratégies. Parmi les 333 personnes qui ont répondu aux enquêtes, 29% ont considéré qu'ils avaient connu des cas d'avortement dans parmi leur troupeau. 14% ont connu des cas de placenta qui ont été retenus. 8% ont connu des cas d'animaux qui sont morts-nés ou nés morts. 7,2% des personnes avaient entendu parler de la brucellose et 71% de ces personnes-là savaient que les personnes pouvaient contracter la brucellose à travers la consommation de lait cru. Donc voilà en général les résultats. Mais quelle stratégie utiliser de manière réussie pour pouvoir aider les gens? Tout d'abord, leur demander peut-être de faire bouillir le lait ou de demander, par exemple, aux personnes d'appeler le vétérinaire si elles remarquent qu'il y a des cas d'avortement peut-être ou de placenta retenu ou de cas également d'avortement ou de morti-naissance. Voilà les questions à se poser. Je vais vous laisser avec ces questions. Vous pouvez répondre à ces questions-là, donc selon votre contexte. Je ne pourrai malheureusement pas répondre à vos questions directement parce que je n'ai pas pu être présente avec vous, mais je suis sûre que mes collègues pourront me transmettre toutes vos questions et je pourrai vous répondre par courriel. Voilà, si vous avez besoin de consulter les publications, vous pouvez consulter donc ces études concernant le CAP tout d'abord. Vous pouvez également consulter tous ces liens. Donc, cliquez sur tous ces liens si vous avez besoin de lire davantage à propos de ces recherches. Merci. Excellente présentation. Merci. Docteur Catherine Etsetokpa, vous n'avez pas pu être présente parmi nous, mais je suis sûre que tout le monde a pu profiter de cette magnifique présentation. Plusieurs leçons à tirer. Nous avons besoin de réunir les données convenables pour pouvoir vraiment obtenir les résultats et pour pouvoir développer les stratégies en se basant sur ces résultats. Nous passons directement maintenant à la deuxième présentation de cette troisième séance. Dr Benjamin Judalbay, merci, j'ai l'honneur et le plaisir d'être présent là parmi vous. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour m'avoir invité à participer à ce panel. J'ai le plaisir et l'honneur d'être l'un des panélistes dans cette séance extrêmement importante. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui ont déjà été mentionnés. Je travaille avec l'Africa CDC. Je travaille depuis Addis Abeba, ici à Addis Abeba. Ce sujet est très important. En effet, nous sommes en train de faire face de nos jours à
la pandémie de COVID-19. Et avec cette pandémie, nous sommes en train de présenter des lettres de noblesse pour ce qu'il s'agit donc des personnes qui travaillent dans ce domaine. Pour ce qui est du travail de l'Africa CDC, pour ce qui est de l'engagement communautaire, de l'évaluation des risques et pour ce qui est notamment des zoonoses, vous avez peut-être déjà entendu parler donc pour répondre aux états d'urgence dans le domaine de la santé publique, dont les maladies zoonotiques. Nous travaillons dans le centre, dans le CDC en Afrique, en nous guidant par l'ordre sanitaire pour l'Afrique, the New Public Health Order for Africa. Donc, nous suivons les lignes directrices. Nous, notamment, mettons l'accent sur le renforcement des capacités des personnes qui travaillent avec nous. Nous mettons l'accent également sur les partenariats avec lesquels nous travaillons. Donc, nous travaillons tous dans le même cadre, si nous pouvons le dire. Au centre, au CDC en Afrique, nous sommes en train de promouvoir l'approche One Health, une seule santé pour ce qui est des zoonoses. Le CDC en Afrique a adopté l'approche One Health pour lutter contre toutes les menaces sanitaires et notamment toutes les maladies qui ont trait à cette relation entre l'humain et l'animal. Le but est d'avoir un continent plus sûr, plus sain. Nous sommes en train d'adopter une approche multidisciplinaire. Le but est d'avoir un continent plus sain pour la faune, la flore, les êtres humains et toutes les personnes donc, qui y vivent. Pour ce qui est des chiffres, nous ne pouvons pas parler de santé publique sans données effectives, sans chiffres. En Afrique, il y a eu une augmentation de 63% des maladies transmises entre des animaux aux êtres humains durant la dernière décennie, alors que la population se développe. Les gens ont besoin davantage d'alimentation, ils ont besoin des animaux, bien sûr, et plus on compte sur la faune, la flore, plus il y a des risques de zoonoses. Vu la complexité des zoonoses, l'approche One Health requiert notamment qu'il y ait une collaboration entre les différents secteurs, les différentes disciplines, et cela est bien sûr recommandé par toutes et pour tous ceux qui travaillent dans ce domaine. Nos stratégies pour soutenir les États membres pour lutter contre les zoonoses, voilà les stratégies qui sont très claires. Tout d'abord, renforcer l'engagement communautaire à travers les médias sociaux, les réseaux sociaux. À l'Africa CDC, au centre donc d'Afrique, nous avons près de 2 millions de personnes qui suivent nos pages sur les réseaux sociaux. Cela nous aide à communiquer de façon efficace, notamment pour ce qui est des zoonoses à travers le continent. Nous avons également un système de traçage et de suivi des médias. Le but est de pouvoir soutenir la riposte axée sur les preuves. Le but également est d'aider tous les États membres. Nous sommes en train également de suivre de près toutes les conversations en ligne et d'analyser toutes les tendances pour identifier les zoonoses, les maladies et pour pouvoir lutter contre les fausses informations. Nous renforçons beaucoup de capacités pour les États membres, surtout concernant la communication de risques et l'engagement communautaire en partenariat avec l'ONU-SIDA, l'OMS et autres organisations telles que la RCCE et beaucoup d'autres. Nous
travaillons également à établir des formations nationales. Nous avons également établi la communication de risques et les pratiques liées à cela. Et nous avons appris cela à travers la pandémie et la riposte face à la pandémie du COVID-19. Nous nous engageons toujours avec les médias d'une manière continue. Nous avons chaque semaine nous établissons chaque semaine un communiqué de presse par le directeur et nous avons également une plateforme où les reporters de la santé peuvent s'engager avec le CDC africain. Nous fournissons également le soutien aux États membres pour faire face aux maladies zoonotiques. Nous avons établi des partenariats et des ressources pour garantir la disponibilité de connaissances à travers Internet qui sont disponibles en ligne. Nous avons également établi un mécanisme de partage de données et ceci en collaboration avec le ministre de la Santé et les experts dans ce domaine pour partager leurs informations. Nous avons également beaucoup d'opérations de sensibilisation avec nos partenaires, qu'ils soient publics ou privés, afin de créer des campagnes qui ont un impact. Nous avons également des cafés médiatiques pour comprendre le travail du CDC africain et ceci avec les journalistes dans le domaine de la santé, puisqu'ils sont les personnes qui vont communiquer les informations à la communauté. Nous avons également, concernant la vaccination, nous avons l'initiative Bingwa en partenariat avec les institutions pour augmenter le taux de vaccination en Afrique. Beaucoup de personnes sont sensibles à ces désinformations et aux informations erronées. C'est pour cela que nous voulons leur fournir les bonnes informations concernant la vaccination. Qu'avons-nous appris? Jusque-là, nous avons appris que le renforcement et la durabilité de la confiance sont nécessaires. Les communautés doivent avoir confiance en nous. Il est également nécessaire de faire face aux épidémies d'une manière durable. Nous travaillons également avec nos partenaires, ce qui est extrêmement nécessaire. Et il est nécessaire également d'écouter et de travailler. Donc, j'ai partagé toutes les informations que j'avais concernant la communication de risque et l'engagement de la communauté que nous faisons au CDC africain. Merci. Merci beaucoup, Dr. Benjamin, pour votre présentation et vos informations. Vous nous avez fourni beaucoup de ressources et aujourd'hui, le défi est d'appliquer cela d'une manière efficace à travers le CDC africain et les partenaires. Vous avez travaillé sur les mesures de préparation et la communication de risque, qui est l'un des piliers clés des activités que nous effectuons d'une manière collective. Donc, il est nécessaire de promouvoir la résilience des systèmes de santé pour faire face aux situations d'urgence sanitaire dans notre région et sur le continent. Ensuite, nous allons passer au panéliste Dr. Yahya, qui est un expert ou qui va nous parler de la communication de risque dans le domaine des maladies zoonotiques. Merci beaucoup. C'est une très bonne opportunité de partager avec vous ma présentation.
Je vais partager avec vous notre expérience générale en tant que CDC du Nigeria et ce que nous avons fait dans le contexte des maladies zoonotiques. Nous comprenons bien que les épidémies et les situations d'urgence de santé publique se caractérisent par une incertitude, volatilité, complexité, ambiguïté, ainsi que des intérêts différents des parties prenantes, ainsi que des conflits politiques et sociaux. Nous ne pouvons pas oublier également l'anxiété qui naît avec les épidémies. Donc, il est nécessaire d'adopter l'approche de la bonne action par les bonnes personnes au bon moment qui pourrait sauver les vies. C'est ce que nous avons adopté en tant que CDC du Nigeria. Nous fournissons les bonnes informations des bonnes sources au bon moment. À cause de notre contexte en Afrique et au Nigeria, il y a beaucoup d'informations qui sont circulées et vous avez besoin d'appliquer les actions intégrées. Il faut toujours, donc il faut étudier la riposte rapide dans le contexte de l'évaluation du risque. Nous savons que la communication de risque est un processus itératif pour accumuler et analyser les informations et pour mitiger les risques. Ceci permet de renforcer la confiance dans le processus de gestion de risque et nous devons savoir que ceci est un chemin continuel et il faudra partager les résultats avec tous les décideurs durant toutes les étapes. Ceci nécessite la collaboration et un dévouement afin de pouvoir appliquer les bonnes stratégies. Donc, nous avons notre modèle intégré pour communiquer les situations d'urgence. Les priorités incluent un système résilient et robuste de communication de risque, une stratégie de message basée sur la science et les données et l'engagement des communautés. Ensuite, en ce qui concerne l'analyse des risques, l'évaluation de risque est simplement un component de tout ce processus. L'analyse de risque est un processus qualitatif qui permettra aux personnes d'aboutir aux résultats voulus. Et ceci est extrêmement nécessaire pour aboutir à l'analyse de risque. Il faut communiquer avec les personnes. La communication de risque est une composante critique pour le processus d'analyse de risque puisqu'il faut considérer leurs valeurs, leurs sentiments, leurs réactions. De même, la façon dont nous entreprenons la communication de risque est extrêmement importante. Elle doit être d'une manière éthique et effective et efficace également. Ceci va aboutir à la crédibilité, à la confiance chez les personnes qui sont ciblées et ceci va établir la fondation pour entreprendre nos activités. Comme nous l'avons fait durant la pandémie du COVID-19 et pour promouvoir les vaccins, et comme nous le faisons également durant les épidémies présentes, nous tentons de communiquer avec les personnes pour voir quel est leur avis. Il faut comprendre les risques dans le contexte de la perception des personnes et il faudra appliquer la communication de risque selon le modèle le plus adéquat.
Nous avons des options qui se basent sur les données accumulées. Au Nigeria, nous avons un groupe qui se réunit chaque semaine et qui accumule des informations qui sont trouvées sur les médias, et ceci leur permet de gérer leur travail, et un rapport quotidien est publié. De même, ceci est communiqué avec les décideurs et les personnes qui adoptent les politiques. De même, la dissémination de messages est une composante extrêmement importante de ce processus. Il faut communiquer avec les médias et entreprendre des campagnes de sensibilisation. Nous avons un graphe qui vous démontre ce que j'ai déjà mentionné, les priorités qui sont recommandées et ce que nous développons et quelles sont les chaînes que nous employons. L'approche d'une seule santé a été adoptée par le Nigeria, et ceci nous permet de nous préparer et préparer notre riposte. Nous pouvons partager les informations, les recherches concernant la varicelle des singes, et nous pouvons ainsi partager ces informations avec les différents programmes de contrôle africains, et nous identifions les priorités concernant les maladies zoonotiques. Le travail de nos groupes se base sur l'approche Une seule santé. Le programme de contrôle de la maladie de résistance microbienne se base également sur l'approche Une seule santé. Nous avons développé un manuel et des directives également sur ce sujet. Nous entreprenons toujours des réunions qui aboutissent à des rapports, des recommandations, et nous partageons ces informations avec les parties prenantes. De même, nous avons créé une plateforme pour les parties prenantes pour communiquer ces informations, et ceci nous permet de piloter notre riposte durant les épidémies. Nous, nous faisons également des conférences concernant ce sujet. En ce qui concerne la variole du singe, euh, lorsque le premier cas a été communiqué, nous avons étudié les risques, nous avons évalué ces risques, et nous continuons de surveiller les médias pour comprendre quelles sont les nouvelles approches. Donc, nous étudions les perceptions à travers le pays, et nous surveillons toujours les médias. Nous identifions les objectifs et nous établissons des campagnes de sensibilisation différentes à travers les médias. La résistance antimicrobienne est une maladie où nous tentons de sensibiliser les personnes encore plus concernant ce sujet, surtout au Nigeria. De même, nous tentons de renforcer notre structure d'investissement concernant l'approche d'une seule santé. Nous renforçons les capacités des fonctionnaires vétérinaires, comme nous renforçons le plaidoyer et la sensibilisation. Et nous établissons des formations dans 3 pays concernant l'engagement des médias. Les défis
Nous faisons face à beaucoup de défis tels que réunir les parties prenantes qui ont des besoins différents, des priorités et des mandats différents. Nous faisons face à des désinformations et des informations erronées qui peuvent provenir de parties prenantes différentes. C'est pour cela qu'il faut adopter des stratégies différentes. Merci beaucoup et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, docteur. C'est une présentation excellente. Mesdames et messieurs, vous avez vu alors toutes les présentations de la troisième session concernant la communication de risque dans le contexte des zoonoses. Il est crucial que ces principes soient appliqués d'une manière pratique et rapide, puisque cette rapidité est extrêmement nécessaire pour contrôler les maladies. En ce qui concerne ces trois présentations, nous avons vu où vous pouvez poser vos questions dans la rubrique questions-réponses et nous pouvons aborder ces questions durant ces 2 minutes à venir avant de passer à la prochaine session. J'ai vu une question où un collègue a demandé quelles sont les règles de l'approche une seule santé dans les opérations chirurgicales. Je vais aborder cela moi-même et répondre. La collaboration entre le secteur médical et vétérinaire est un pilier nécessaire pour adopter l'approche une seule santé. Et il est extrêmement important de comprendre et d'apprendre de chaque secteur. Chaque secteur a ses propres objectifs et ses propres études. Mais cette relation intrinsèque est un pilier nécessaire. Vous avez sans doute appris durant les écoles primaires et secondaires la relation entre les plantes, les animaux et les humains. Et en fin de compte, la pratique sur les animaux est effectuée avant la pratique sur les humains. Donc, nous avons appris ou acquis beaucoup d'expérience à travers cela. Donc, ce n'est pas un sujet très compliqué, même lorsque nous parlons du développement des vaccins, mais c'est parce que nous nous sommes basés sur ces outils du passé qui caractérisent les domaines différents tels que les opérations chirurgicales. Et il y a beaucoup d'informations qui peuvent être partagées à travers ces secteurs. Les présentations vont être enregistrées et partagées avec vous. Je vous remercie pour vos participations et pour avoir mis en lumière la nécessité d'avoir des données crédibles de sources différentes. Et ces informations doivent avoir une bonne qualité afin de pouvoir prendre les décisions adéquates. Donc, vous avez besoin d'être toujours à jour et connaître toutes les nouvelles informations. S'il y a toujours des questions, vous pouvez les poser. Carla a demandé une question. Si vous pouvez aborder ce point concernant la santé environnementale. Docteur Benjamin, si vous voulez répondre à cette question, ou Docteur Yahya.
Yes, it is something that is being taken into account. C'est un sujet qu'il faut prendre en considération durant l'évaluation des maladies zoonotiques, mais c'est un travail qui est effectué au niveau national. Mais si vous surveillez les cadres de travail que nous avons, cette composante est bien capturée. Merci. Merci beaucoup, Dr. Benjamin. Hier, vous avez partagé l'outil d'évaluation de risque collectif qui est nécessaire pour soutenir et assister la communication de risque à travers tous les secteurs et aboutir à cette coordination, tels que le secteur animal, humanitaire, sécuritaire, environnemental. Tous ces secteurs peuvent fournir des informations et des échanges d'informations. Donc, ceci est pris en considération. Certaines maladies sont transmises à travers un vecteur et il faudra pouvoir prévoir ce qui va se passer dans le futur. Donc, c'est un point très important. Je vois une autre question qui est posée concernant les médecins médicaux qui se trouvent dans les centres médicaux importants alors que les vétérinaires qui sont plutôt négligés. Comment pouvons-nous nous attendre à une bonne intervention lorsque certains de ces acteurs sont exclus? Donc, vous avez vu à travers la communication de risque que tous ces secteurs sont appelés à être engagés dans le processus, à partager leurs opinions, leurs expériences. Et si nous avons besoin d'aborder ce sujet d'une manière plus approfondie, nous ferons cela. Dr. Yahya, si vous pouvez répondre. Au Centre de contrôle des maladies au Nigeria, nous ne prenons pas en considération si vous êtes médecin, si vous êtes vétérinaire, nous travaillons tous ensemble. Et donc, ce qui est plus important, c'est d'adopter cette approche une seule santé. Nous travaillons avec tous nos partenaires, avec l'équipe de travail et nous étalons ces principes à tous les participants et nous encourageons les parties prenantes à travailler avec le ministère de l'Environnement. En 2020, je me rappelle qu'il y avait un certain événement ou une épidémie qui a causé beaucoup de décès et nous nous sommes attaqués sur la cause de cette épidémie. Nous avons réussi à accumuler les informations nécessaires. Donc, durant l'enquête, nous avons réussi à trouver plusieurs cibles puisqu'il y avait la participation de secteurs différents. Et grâce à notre surveillance, nous avons appelé le ministre de l'Environnement et le ministère de l'Environnement pour entreprendre et effectuer une enquête concernant ce sujet. Et donc, cette collaboration est extrêmement nécessaire pour comprendre les événements épidémiologiques et pour renforcer l'efficacité de notre travail. Donc, c'est ainsi que nous pouvons dire que cette collaboration est extrêmement nécessaire et c'est ce que nous avons appliqué au Nigeria. Merci beaucoup, c'est un exemple parfait. Nous allons passer à la présentation prochaine.
Le secteur vétérinaire n'est pas exclu de l'approche Une seule santé, puisque l'une des raisons, c'est que le secteur vétérinaire effectue des évaluations quotidiennes et l'objectif est d'améliorer la riposte et limiter la propagation des maladies zoonotiques. Il faudra trouver comment s'attaquer à ces maladies d'une manière adéquate. Donc, il est nécessaire dans le processus de l'application des régulations de la santé internationale de 2005. Donc, il n'y a aucune exclusion. Nous entreprenons beaucoup d'ateliers de travail pour soutenir les États membres et ceci est effectué avec tous nos partenaires afin de mettre en œuvre une approche multisectorielle et un mécanisme de coordination robuste et stable. Et vous pouvez avoir plus d'informations à travers nos collègues et il y aura toujours des opportunités de participation dans ce processus. Maintenant, nous devons passer